Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la longueur LK5 Pro. Ça fait un petit moment que je devais la faire et j'ai un petit peu de retard, je le sais. Beaucoup de personnes l'attendaient peut-être depuis longtemps et du coup, si vous l'avez pas encore franchi le pas, je pense que cette vidéo va quand même vous intéresser. Donc la longueur LK5 Pro, comme je l'avais dit dans la première partie, c'est une imprimante qui date quand même un petit peu déjà maintenant, qui avait été produite déjà chez AlphaWise, hein, quand il y avait encore Gearbest. D'ailleurs, pour ceux qui commandent chez Gearbest, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Gearbest, c'est down, hein, c'est fini. Donc Gearbest, hein, ceux qui avaient mis de l'argent là-bas, j'espère que... Moi, de toute façon, comme je vous l'avais dit, il m'avait envoyé la AlphaWise U20 Mix, un truc comme ça, là, qui était un gros flop. Donc, moi, je pense que ce qui leur arrive, c'est la suite de toute leur... En fait, la qualité commençait à descendre énormément. J'ai jamais eu de soucis avec mes toutes premières AlphaWise, et au final, la U20 One, elle tourne encore, hein, je l'ai encore. Le seul défaut qu'elle a maintenant, c'est qu'elle fait pas mal de bruit quand même. C'est une machine qui était à l'ancienne, avec TMC. Il n'y avait pas de TMC, c'était encore du 4988, ça faisait quand même pas mal de bruit. Donc comme je disais, celle-ci, c'était, en fait, ils avaient fait la U30 Pro en petite, hein, en 23 par 23 à peu près. Du coup, ils avaient fait la U30 Pro et ils avaient fait la LK4 Pro. La LK5 Pro, du coup, c'était un modèle plus grand, 30 par 30 par 42 haut. Là, on a une machine qui est quand même vraiment intéressante pour travailler. Franchement, j'ai fait beaucoup de pièces que je vais vous montrer. Vous pouvez voir des gros morceaux là. C'est essentiellement ça que j'ai fait, de toute façon, dessus. Donc, pour vous dire, pour moi, c'est une très très bonne machine qui est fiable, qui fonctionne vraiment bien. Alors, elle a quelques défauts, hein. Il y en a un gros principal qui est le bruit. Quand on l'allume, on a le ventilateur qui s'ouvre sur la carte mère, qui fout un bordel monstre. Ça, vous pouvez le changer, hein, c'est pas compliqué, vous trouvez des ventilateurs 24 volts silencieux. Si vous voulez, je vous mettrai les liens dans la description, j'en ai trouvé quelques-uns sur AliExpress. Je ne les ai pas encore montés, je vais le faire, parce que moi, au final, les machines, là, comme elles travaillent souvent ici, c'est l'atelier qui est en bas dans la grange, donc ça fait pas trop de bruit. Mais quand c'est l'hiver, je les remonte un petit peu dans l'atelier en haut et j'aime bien avoir un petit peu quand même de silence. Donc la LK5 Pro, pour moi, c'est une très bonne machine. Alors, deuxième petit défaut qui, pour moi, n'en est pas vraiment un, c'est le Z. À l'arrière, vous savez que sur celle-ci, on a un seul Z. Hein, on a un seul Z, je vais vous la montrer vite fait. À l'arrière, on a un seul Z sur cette machine-là, on a une seule tige, et du coup, on n'en a pas de ce côté-là. Ce qui peut arriver, c'est que du coup, on peut avoir peur que ce côté-là ne monte pas. Mais pourtant, il monte et il fonctionne vraiment très bien. Moi, elle m'a fait franchement des pièces. Je vais vous montrer la qualité, et elle m'a étonné, et elle a fait mieux que certaines machines qui ont deux Z. Et franchement, ça, je veux dire, la LK4 Pro, enfin la i30 Pro que j'avais déjà testé à l'époque, me faisait des belles pièces. Et franchement, quand elle est bien réglée, le secret pour le double Z, là en fait, quand on n'en a pas, le secret c'est de vraiment bien régler vos excentriques. Le but, il ne faut pas que les excentriques glissent, hein, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disent qu'il faut régler vos roulettes de telle façon qu'elles tournent à la main. Si elles tournent à la main, c'est que vos roues, elles sont pas serrées, puisque si elles tournent à la main, c'est qu'il y a du jeu, donc c'est pas bon. Il faut vraiment les régler juste juste après l'étape de quand la roulette glisse. Si elle ne glisse pas, la roulette, et qu'elle adhère bien, du coup, vous allez vous avoir. Ça, c'est un Z bien réglé. C'est un Z bien réglé. Le Z, on peut le monter à la main. Bon, là, je peux pas trop le monter parce que c'est en descente. Enfin, je veux dire, en descente, ça passe. En montée, c'est un peu plus dur, vous voyez. Mais franchement, ça, c'est un Z bien réglé. Vous voyez, ça force pas du tout, il n'y a aucune force, c'est bien réglé, c'est propre, donc ça c'est à vous de bien régler vos excentriques. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'y aller à tâtons, il faut vraiment tester, il faut voir que vos roulettes sont bien axées comme il faut. C'est pareil, il faut vraiment bien, moi j'avais de toute façon la machine, comme je vous avais expliqué dans la première partie, il faut vraiment tout contrôler, le châssis et tout, et il faut vraiment pas hésiter à tout régler, les éclairages et tout. Alors il y a beaucoup de personnes de temps en temps qui me disent comment je fais pour régler les éclairages. C'est pas compliqué, on prend une équerre et puis on regarde que tout est bon, ensuite on prend un mètre ou quelque chose, et on mesure les écarts enfin en haut, entre les portiques, en bas, entre les profilés, enfin je veux dire, il faut vraiment que tout soit d'équerre, parfaitement d'équerre. Pareil, quand on serre les axes par en dessous, là, le portique, il ne faut pas oublier de mesurer aussi la distance entre l'arrière, ici, et là-bas. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que ça soit nickel. Ça, c'est vraiment important. Alors, les machines, techniquement, elles sont usinées pour que ça soit vraiment pas trop mal. Pour les personnes qui oublieraient de faire ce genre de choses, c'est vraiment, de base, on peut chipoter un petit peu sur des valeurs au début, voilà, quand on fait des essais et tout. Mais quand on veut vraiment avoir quelque chose de parfait, il faut vraiment tout recontrôler, les éclairages et tout. Alors, comme je vous disais, donc le Z, on peut trouver des kits sur AliExpress et tout ça qui nous vendent en fait la patte là ici. On peut mettre un deuxième moteur ici en Z et en fait après il suffit de trouver un dédoubleur, hein, en fait un deuxième câble qui vous permet d'avoir
en fait les deux moteurs Z. Moi j'ai prévu de le faire, je vais vous montrer la manip, comme ça si ça peut vous intéresser, je ferai cette manip de rajouter un deuxième Z sur cette machine-là. C'est pas compliqué, j'ai déjà toutes les pièces, je vais les piquer sur une autre machine, c'est exactement la même chose, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, j'ai déjà un câble qui dédouble Z, puisque en fait on n'a qu'un seul stepper Z, on va dédoubler, et on fera la manip pour calibrer, on n'aura même pas besoin de calibrer quoi que ce soit en fait, il faudra juste synchroniser les deux Z, les régler à peu près à la même hauteur, et après les deux monteront en même temps, donc il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit dans le firmware. Ça, c'est bon. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai de bien à dire sur cette machine-là? L'écran tactile, c'est du Degus Dewin en 4,3 pouces, hein, c'est vraiment à l'ancienne. Je vais vous l'allumer de toute façon. Je vais vous l'allumer. De toute façon, j'avais déjà parlé de l'écran dans la première partie. Là, vous allez entendre le bruit. Et franchement, le micro, je pense qu'il va vraiment bien l'entendre. On a quelque chose qui fait du bruit. L'écran, c'est du Degus Dewin, donc comme je vous disais, c'est un truc personnalisé, créé, enfin je veux dire, c'est vraiment simple, c'est intuitif, il y a vraiment toutes les options qu'on a besoin sur cette machine-là, hein, calibrage, on a les valeurs de temps, d'impression, on peut choisir nos fichiers et tout. Bon, on n'a pas l'aperçu du STL, mais c'est à l'ancienne, donc voilà. Après, je veux dire, c'est une machine qui date un petit peu, mais qui est encore dans le coup, pour le tarif qu'elle vaut, elle est vraiment bien. Parce que il y a des machines qui valent beaucoup plus cher, en 30 par 30, qui n'ont rien de plus à lui envier. Je veux dire que moi, elle a imprimé des pièces en même temps que la D12 300, elle a imprimé des pièces en même temps que la LK, enfin pas la Tenlog TLD3 Pro que j'avais à côté. Bon, la TLD3 Pro, on peut pas trop jouer sur ce terrain-là parce qu'elle imprime vraiment beaucoup mieux. Elle a un rail, elle a vraiment une structure mécanique beaucoup plus costaud. Et puis là, c'est pareil, on nous vend une machine en 30 par 30, alors 300 par 300 par 400. Pour moi, c'est faux. C'est pas des machines en 300 par 300 à partir du moment où l'extrudeur ne vient pas à l'extérieur du plateau, puisqu'on perd la valeur. On a un plateau qui fait 305, mais 305, on perd cette valeur si on ne peut pas aller à l'extérieur. Donc du coup, c'est des plateaux qui font à peu près 290, on va dire 29, parce que j'ai des pièces que j'ai voulu passer en 300. Sur celle-ci, j'ai réussi en trichant un petit peu, je l'ai fait aller vraiment, parce qu'en fait, sur Cura, par exemple, vous avez des profils où vous pouvez régler la marge. La marge de sortie de l'extrudeur. Sur celle-ci, j'ai pas trop pu tricher. Sur la D12300, j'avais pu tricher parce qu'en fait, j'avais décalé le capteur puisqu'on pouvait sortir à l'extérieur. De base, il n'était pas réglé à l'extérieur. Ça, c'était dommage, je trouvais. Mais sur celle-ci, on peut pas sortir à l'extérieur. On est vraiment aux limites du... comme je vous dis, 290. Hein. Franchement, ça sera vraiment le grand max. Alors, en hauteur, vous pouvez faire du 400. L'avantage, c'est qu'on a les renforts Z, ce qui fait que du coup, on aura quelque chose qui ne va pas trop vibrer. Ça aussi, c'est cool d'avoir ça, parce que du coup, c'est d'origine. C'est des barres en carbone, quand c'est bien réglé et tout, ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas. La machine est vraiment stable. Voilà, ça bouge parce que c'est ma plaque de bois qui remue. Mais je veux dire, c'est vraiment costaud. C'est une bonne machine. Franchement, si vous cherchez une 300 par 300 par 400, je vous mettrai un code promo dans la description qui vous permet de l'avoir, je ne sais plus à combien, mais en gros, vous l'avez à moins de 250 €. C'est vraiment un bon tarif pour une machine de cette taille-là. Donc voilà. Pour moi, cette machine-là est très bonne. Le truc que j'avais bien aimé aussi, c'est le fait que je vous avais dit dans la partie 1, c'est que la plaque de verre n'est pas collée. Et du coup, on a un côté ultra base et un côté plaque de verre. Moi, j'utilise essentiellement le côté plaque de verre. Je la retourne, je mets de la plaque de verre et je mets de la laque. 3D laque. Et franchement, ça me donne des états de surface super propres. Franchement, vous verrez. Enfin, je veux dire, ça m'a fait des super belles pièces et c'est une machine vraiment fiable. Après, les niveaux des réglages et tout ça, je vais bientôt faire une vidéo réglage Cura. Pas forcément sur celle-ci, mais des réglages sur comment faire votre réglage sur Cura. Alors certains vont me dire, ouais, mais il y a Prusa Slicer et tout ça. Prusa Slicer, c'est pour des Prusa. Moi, je l'utilise pas pour mes machines. Il y a Slicer. Slicer, c'est le concurrent. Enfin, c'est pas le concurrent, c'est le moteur de base. Hein, je n'utilise pas Prusa Slicer tout simplement parce que j'aime bien travailler sur Cura. Ça marche très bien. Je vois pas pourquoi j'utiliserais autre chose. J'utilise Pétier Slicer quand j'ai besoin de certains réglages. Mais franchement, Cura, ça marche très bien et il est gratuit. Franchement, il est suivi, il est mis à jour régulièrement et franchement, il est fiable, il marche très bien. Quand on sait l'utiliser, il est bien. Donc, comme je vous disais, je vais vous faire des vidéos sur ça, ça va arriver, là, vous inquiétez pas. Donc, ensuite, je vais vous présenter les objets que j'ai imprimés avec. Je vais l'éteindre parce que franchement, c'est son gros défaut. C'est son gros défaut et je trouve ça dommage parce que le reste, elle est en TMC. Je trouve ça dommage. On a vraiment une bonne machine sinon à part le bruit. Donc comme je vous disais, le bruit je vous mettrai dans la description le lien pour un ventilateur moins bruyant. Donc je vais vous présenter les objets que j'ai imprimés avec. Maintenant vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors il y en a quelques-uns, en fait je veux dire il n'y en a pas trop, mais c'est des objets qui ont mis quand même plusieurs centaines d'heures. Enfin je veux dire il y a beaucoup d'heures. Donc voilà. Donc voilà, donc on se retrouve pour la présentation des objets que j'ai imprimés avec la LK5 Pro. Alors comme vous le savez, je fais beaucoup de droïdes Star Wars parce que je suis fan de Star Wars, fan de SF.
Et bah, du coup, j'aime bien tester ce genre de projet parce qu'en même temps, ça permet de mettre à l'épreuve les machines. J'ai des gros prints qui durent plusieurs cinquantaines d'heures pour certains, voire centaines d'heures. Hein. Sur R2D2, par exemple, un dôme, c'est 5 jours. C'est des gros projets. Là, sur la LK5 Pro, alors j'ai travaillé sur la LK5 Pro, j'ai travaillé sur la D12300 et j'ai travaillé sur la nouvelle Kiwoo 3D qui est derrière moi. Alors du coup, la Kiwoo, elle a fait d'autres parties hein, de K2, il y a beaucoup de pièces qui ont été imprimées sur celle-ci, du coup, justement. Alors la D12300 avait fait quelques parties, celle-ci en a fait beaucoup, et du coup, bah, la Kiwoo Tycoon a fait d'autres pièces que je peux... Enfin, après la Kiwoo Tycoon, je vous en parle juste après, de toute façon, il y aura une autre vidéo, la partie 2. Je vais pas trop m'étaler sur ça. Donc, les objets imprimés avec la LK5 Pro. Alors, la LK5 Pro, elle a fait donc le bas du torse de K2SO, elle a fait cette pièce-là, cette-ci. Alors, c'est des pièces qui ont duré une cinquantaine d'heures à peu près, celles-ci, là, les deux. Elles sont super propres, elle m'a réussi les ponts. Alors, la base, ces pièces sont imprimées à l'envers. Elles sont imprimées comme ça. Donc, du coup, bah, c'est des morceaux, en fait. C'est imprimé en 4 morceaux, parce que bah, du coup, il n'y a pas la place. Le dessus avait été fait sur la D12300. Donc, j'ai fait cette partie-là sur la LK5 Pro. J'ai fait les avant-bras. Alors, il y en a un qui est poncé, qui commence à être poncé. J'ai pas fini, hein, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer XTC 3D, comme vous connaissez ma technique. XTC 3D, ponçage régulier, enfin, je veux dire, chacun à son tour, jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse, bien propre. Et ensuite, bah, ça sera l'étape de la peinture. Celui-ci, je vais pas le mouler, je vais faire de la peinture. Et en fait, ça sera un droïde statique, une déco. Donc voilà. Cette pièce est en deux parties. Il y a ici, en fait, ce que je fais, c'est que pour les réunir, les pièces, j'utilise de la colle au milieu. Et sur l'extérieur, ce que je fais, c'est que je fais des jointures au stylo 3D. C'est quelque chose qui permet d'avoir une soudure, quelque chose qui est vraiment costaud. Comme ça, l'objet ne bouge plus. Alors que de la colle, s'il tombe, il va s'éclater. Hein, la colle va péter à cet endroit-là et en général, bah, c'est fini. Alors que là, avec une jointure au stylo 3D, alors par contre, ça fait une petite bavure, du coup, il faut que je le ponce. Ça, c'est pas fini. Du coup, ces deux pièces, alors il y en a un morceau qui est imprimé comme ça, et l'autre morceau, c'est la hanche, en fait, qui est imprimée comme ça. Vous pouvez voir qu'elle m'a fait des vraiment belles pièces. On a un état de surface qui est vraiment beau. C'est du 0,25, hein, sinon ça m'était 10 ans. On a vraiment quelque chose de beau. Je sais pas si vous verrez le rendu de là-bas. De toute façon, je vais vous faire un gros plan après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement, elle m'a fait des vraiment très belles pièces. Hein. Il y en a deux. Il y a les deux jambes là-dedans. Du coup, rien que ça, ces deux pièces-là, enfin celle-ci plus celle-ci, il y en a pour 4 jours. 4 jours d'impression, 4 jours de celle-ci. Il y a... Alors ça, il n'y en a pas pour très longtemps, hein. Il y en a pour 24 heures, les deux, là. Chacune, hein, 24 heures chacune. La grosse pièce qui est ici et l'autre de l'autre côté, il y en a à peu près pour 4 jours aussi chacune. Donc oui, ça a fait pas mal de choses. Ensuite, j'ai imprimé... Alors, j'ai fait du TPU. Le petit morceau ici, là, qui est noir sur cette poignée. Alors, ce que vous voyez là, c'est le scanner 3D de Creality que je vais vous présenter dans pas longtemps. Vous allez être emballé, il fait des belles pièces. Franchement, il fait du beau scan. Vous allez adorer, je pense. Donc, du coup, le bleu, là, c'était le filament que Longer m'avait envoyé à tester. Hein, c'était du Longer 3D. Marche bien leur PLA, mais je trouve que l'état enfin, le rendu, il n'est pas exceptionnel. Je veux dire, c'est un PLA basique, quoi. Mais franchement, il m'a fait des belles pièces. Du coup, le noir, c'est du TPU. J'ai fait juste ce petit morceau-là, tout simplement parce que, ben... j'ai pas trop de trucs à faire en TPU actuellement. J'avais déjà fait pas mal de choses pour la voiture RC. J'ai les pneus qui sont pris d'avance là, mais je les avais pas fait sur celle-ci. Mais tout ça pour voir qu'elle est capable de le faire. Alors, zéro de rétractation pour le TPU. Par contre, ça fait quand même pas mal de filoche. Hein. Le TPU, c'est sur les Bowden, ça fait de la filoche. Ça passe, hein, ça passe. Il faut y aller à 40 mm par seconde grand max. Et c'est pareil, le TPU, ça dépend le short que vous allez utiliser. Là, c'est du 90, donc c'est quand même assez rigide. C'est pas du TPU trop souple. Donc ça passe. Voilà. Donc tout ça pour dire que elle est capable de faire des belles choses. Là, c'était fait avec des supports, hein, le truc bleu là, c'est fait avec des supports ici. Et en fait, cette partie, parce qu'en fait, le noir là, ça s'est vissé en fait là, du coup. C'est une poignée. Hein, j'ai fait en TPU pour avoir quelque chose de plus confortable. Le scanner, on peut utiliser en mode manuel comme ça. Ça, je vous en parlerai plus tard. Donc tout ça pour dire que la LK5 Pro pour moi, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 10 ans, hein, tout ça pour vous dire que c'est une très bonne machine. Comme je vous ai dit, je vous mettrai un code promo dans la description, je ne sais pas s'il marche encore, mais il m'avait filé un code, faudra me le dire de toute façon si ça ne marche plus. C'est un lien affilié, hein, ça me rapporte quand même 5%, c'est pas mal. Ça me permet de voir qu'au final, mon travail paye un petit peu. Puis voilà quoi. Mais tout ça pour dire que franchement, la LK5 Pro, vous pouvez y aller. Hein. C'est une très très bonne bécane, si vous cherchez une 300 par 300 en 400. Là, pour moi, elle vaut le coup. Elle vaut le coup, elle est pas chère, elle marche très bien. Franchement, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à démonter le châssis, enfin le desserrer de partout, le poser sur une table le plus plan possible et vous resserrez tout, vraiment pour que la machine épouse bien la forme de votre table. Et ensuite, vous faites vraiment tout d'équerre, vous mesurez tout correctement et vous avez une machine fiable. Franchement, c'est une machine qui est très bonne. Alors, niveau vitesse d'impression, alors les réglages,
Certains vont me demander, est-ce que tu aurais des profils de réglage? Je peux vous en donner un, j'ai créé un profil sur Cura, mais comme je vous dis souvent, les profils ne seront pas les mêmes selon la pièce. Je ne vais pas mettre le même profil d'impression pour ce genre de pièce-là que pour celle-ci, par exemple, où il y a beaucoup de formes fines. On ne va pas imprimer à la même vitesse. Ici, je peux imprimer à 60, voire 70 mm par seconde en vitesse d'impression. Je parle en vitesse d'impression, pas en vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement sur celle-ci, on peut être à 120 mm par seconde, il n'y a pas de souci. Déplacement à vide, je parle. Ensuite, donc, les remplissages. En général, je mets le remplissage pas trop loin de la vitesse d'impression. Parce qu'en fait, vous avez la vitesse d'impression des parois extérieures, des parois d'intérieur, et ensuite le remplissage. J'essaie de ne pas être trop loin. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, si vous êtes trop décalé par rapport à l'une, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a une des deux qui n'a pas le temps de refroidir. Surtout sur des petites pièces. Si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps de refroidir la pièce, vous allez repasser dessus, ce qui fait qu'en fait, votre PLA sera toujours chaud. Ce qui veut dire que vous allez imprimer sur quelque chose de mou, vous allez avoir des déformations, ça va être dégueulasse, et vous allez avoir des qualités dégueulasses. Donc, soit vous jouez sur la ventilation, soit quand vous allez imprimer des objets mécaniques, vous désactivez la ventilation, mais vous imprimez plus lentement. Et vous réduisez tout petit peu la température. Vous pouvez réduire, par exemple là j'imprime à 205, c'est du GST 3D, hein, c'est du PLA+. Je coupe la ventilation. Pourquoi? Parce que je veux vraiment avoir quelque chose de mécanique solide. C'est-à-dire qu'en fait, mécaniquement solide, ça va être bien soudé. Et je vais pas trop lentement non plus. Hein, je dis 60-70 mm par seconde, ça marchait très bien. Parce qu'on a un objet qui est grand. Sur un objet petit, on va réduire la vitesse pour vraiment lui laisser le temps de refroidir. Voilà. Et vous pouvez réduire un tout petit peu la température, vous baissez de 5 degrés, et puis voilà, quoi, il n'y a pas de souci. Pour des grosses pièces comme ça, là, sur celle-ci, j'avais mis 70 mm par seconde. Et elle les prend, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Après, c'est pareil, il y a la rétraction à bien régler. La rétraction sur celle-ci, je suis à 5,5, 6. C'est franchement pas mal. Après, c'est en fonction du déplacement aussi à l'extérieur. Et en même temps, il y a aussi un autre truc qui fait pas mal de strigging, c'est la condition dans laquelle est stocké votre filament à l'extérieur. Si vous êtes dans un endroit hyper froid, que votre filament arrive froid dans l'extrudeur, j'ai remarqué que ça fait énormément de strigging. Si vous avez un PLA, par exemple, vous savez, les box maintenant pour mettre le PLA, j'ai vu que les box, en fait, il y a pas mal de personnes qui les utilisent. Et au final, on a un PLA qui est un peu plus chaud. Et j'ai vu que ça faisait moins de filoche. Là, j'en ai quelques-uns que je vais vous présenter, que je vais tester. Des box, hein, il y a comment ça s'appelle, la Hysun, et il y en avait une de Sunlu, je crois que c'est Sunlu. Mais franchement, la Sunlu, elle avait une sale note. Je vais bien voir moi-même, de toute façon, je vais les tester. Mais franchement, la Hysun, ça n'a rien à voir. J'avais testé, moi, et je l'avais testé déjà avant de présenter. Mais franchement, vous allez voir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir un PLA plus chaud. Et ça permet d'avoir quand même une meilleure qualité d'impression sur le long terme. Sur des belles pièces et tout, c'est pas mal. Donc voilà. Donc LK5 Pro, pour moi, c'est approuvé. Un NeoProDFX, c'est approuvé. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, et puis, portez-vous bien.